Alors, merci aussi à Jean-Pierre Sacoun d'avoir accepté notre invitation et d'être ce soir présent pour nous parler de laïcité. Je vais donner la parole maintenant à Florence qui va nous présenter notre intervenant. Bonsoir, merci Fadila. Jean-Pierre Sacoun, notre invité, je vais vous en dire quelques mots. Donc, il a été ingénieur de recherche au CNRS, c'est donc un collègue. Et il a présidé le comité Laïcité République, un comité qui a été formé en 1991 à l'initiative du Grand Orient de France et qui couvre tout le territoire français. Certains se souviennent d'ailleurs que nous avons reçu à plusieurs reprises Babacar Lamé qui dirige la section régionale du comité Laïcité République de Nantes. Alors notre invité ce soir est l'auteur de nombreux articles dans la presse nationale, l'Express, Le Point, Marianne, Le Figaro Vox, et il intervient régulièrement sur les radios françaises, France Inter, France Info, les télévisions, LCI, Arte, Public Sénat, CNews, et bien sûr sur les réseaux sociaux où il commente l'actualité. Il a participé aussi à l'ouvrage Le bêtisier du laïco-sceptique que nous avons ici en dédicace, avec notamment Nathalie Hennig, que nous avons reçue l'année dernière, et René Frégosi, qui viendra donc le 2 mars, la philosophe René Frégosi. Donc cet ouvrage sera en dédicace à la fin de cette séance. Jean-Pierre Sacoun a fondé il y a 2 ans Unité laïque. Quand nous l'avons invité parce que nous sommes allés le rencontrer à son domicile parisien il y a presque 3 ans maintenant, avec Fadila, et on a été tout à fait impressionnés par sa connaissance de l'histoire de la laïcité et de l'histoire institutionnelle de la laïcité en France. Donc on va lui poser la question, comment la laïcité est-elle née? Comment est-on arrivé à une remise en cause de la laïcité comme celle que l'on connaît aujourd'hui? La laïcité en France est représentée par un grand nombre d'associations qui s'épaulent, se critiquent, parfois se déchirent. Comment comprendre cette réalité masquée derrière l'unité républicaine? Quelles sont les tendances? Sur quoi s'entendent-elles? Sur quoi se disputent-elles? Quels sont leurs rapports aussi avec la franc-maçonnerie? La laïcité à la française, comme on dit, est-elle athée ou agnostique, comme la neutralité belge, ainsi que nous l'a expliqué Guy Archer, vous vous en souvenez l'année dernière? Peut-on être laïque et religieux? Peut-on se demander ici en Belgique? Voilà, c'est toutes ces questions auxquelles va tenter de répondre notre invité. Merci. Vous m'entendez bien? Parce que je suis à Méditerranée, j'ai besoin de mes mains pour parler, je ne peux pas tenir le micro en même temps, c'est un choix. Donc, comme je veux parler, j'ai mis le micro là-dedans. Écoutez, tout d'abord, je suis très heureux d'être à Bruxelles parmi vous. D'abord parce que sur les affiches qui sont là, je ne vois que des amis, des gens que je connais et avec lesquels je milite pour certains depuis des années. Deuxièmement, parce que c'est une ville que j'aime beaucoup, dans laquelle j'ai travaillé. Je suis même très heureux de voir ici certains des amis avec lesquels j'ai pu travailler ces dernières années. Alors, la laïcité à la française, c'est une histoire, c'est une philosophie, c'est une institutionnalisation, et puis aujourd'hui, c'est une remise en cause. Mais c'est un universalisme. C'est-à-dire qu'il faut tout de suite tordre le cou à l'idée qui est souvent avancée que la laïcité comme l'universalisme seraient des concepts occidentaux qui ne s'appliquent pas au reste du monde. Les critiques qui profèrent ce type de remarques sont des gens qui font une confusion totale entre l'origine d'une idée et la nature d'une idée. Et ils sont en très mauvaise compagnie quand ils font ça. On peut prendre par exemple le cas de la relativité d'Albert Einstein, dont la nature était universelle, mais dont l'origine était celle d'un savant reconnu comme juif, et donc la relativité a été rejetée par les nazis. On peut prendre le cas de la génétique avec Mendeleïev, qui était un prêtre, et donc qui a été rejeté par le régime anti-orthodoxe stalinien. Donc la confusion entre la nature d'une idée et l'origine d'une idée est, sur le plan intellectuel, une catastrophe, et ne tient pas 2 secondes lorsqu'on réfléchit effectivement à cette question. Et je crois que ça, c'est un élément de réarmement pour nous fondamental lorsqu'on est confronté
à cette question. Alors la laïcité française, c'est d'abord une histoire. C'est une histoire très ancienne. C'est-à-dire que la laïcité, elle naît dans l'idée de la République. Et la République, elle est bien antérieure à la décapitation du roi. Dès le XVIe siècle, Jean Bodin écrivait un livre fondamental de philosophie politique pour comprendre ce qu'est la France, qui s'appelle « Les 5 livres de la République ». Alors la République, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une vision du monde dans laquelle il y a une relation directe entre les sujets ou les citoyens, entre les individus et leur pouvoir. C'est finalement le négatif ou le positif de l'empire. On voit très bien comment, par exemple, l'Allemagne s'est constituée en empire, c'est-à-dire finalement en une myriade de principautés dans lesquelles on a des princes qui gèrent leur principauté et qui doivent à l'empereur l'armée et l'impôt. Éventuellement la langue, mais c'est même pas sûr. Et on pourrait longuement s'arrêter sur le Moyen-Âge français, sur le moment où le roi des Francs, Philippe Auguste, décide que non, il est roi de France. C'est-à-dire qu'il n'est plus roi d'une tribu, il est roi d'un ensemble de sujets sur un territoire, quelle que soit l'origine de ces sujets. On peut s'arrêter sur la bataille de Bouvines avec le même Philippe Auguste, qui, 10 ans après avoir choisi d'être roi de France, décide, préalablement à la bataille, de faire voter les milices communales pour savoir si elles veulent se battre avec lui. On peut s'arrêter sur toute la longue tradition de lutte de la France, des rois de France contre les féodaux, qui va se terminer par la victoire de la centralisation et du roi contre les féodaux, à l'inverse de ce qui se passera et en Allemagne et en Angleterre avec la révolution cromwellienne. Il y a donc tout un ensemble d'indices qui montrent une volonté de construire un pays dans lequel la question de l'origine des individus est de moins en moins posée au profit de la constitution d'un ensemble de sujets qui vont finir évidemment par s'émanciper totalement de la féodalité. L'un des premiers effets de ça, c'est cet édit de Louis X le Hutin en 1315 qui abolit le servage. Première fois au monde, en 1315, 550 ans avant la Russie par exemple, on abolit le servage en France. Et ça n'est pas juste des mots. Ça veut dire que, comme le disait l'édit, selon le droit de nature, chacun doit naître franc, et le sol de France affranchit l'esclave qui le touche. Ça veut dire que sur le sol métropolitain de la France, à partir de 1315, il n'y a plus d'esclaves. Et au point que les cours de justice, les parlements vont sans cesse répéter, réaffirmer cette disparition de l'esclavage, en 1721, dans l'affairisme de la Régence, les propriétaires d'esclaves coloniaux arrivent à faire passer enfin un édit qui annule l'édit de 1315. Eh bien, les cours de justice françaises ne le mettront jamais en œuvre et continueront à libérer les esclaves qui touchent le sol de France. Au point qu'en 1758, on va laisser tomber l'édit de 1721 parce que de toute façon, il ne sert à rien. Donc, il y a un ensemble de choses qui vont dans ce sens de la reconnaissance d'une humanité commune. Et c'est aussi un des éléments qu'on peut retrouver, par exemple, dans le fameux Code noir, qui est aujourd'hui la cible de tous les indigénistes, de tous les postcoloniaux, etc. Le Code noir en 1685 est quelque chose d'absolument incroyable, parce que pour la première fois, et c'est en France que ça se passe, l'esclave n'est plus un bien mobilier. Il devient une personne. Alors, le Code noir est effroyable par le type de peine, le type de souffrance qu'on inflige aux esclaves, etc. Mais pour la première fois, ils ne sont plus des choses, ils sont des êtres humains. Et donc, on se dirige comme ça historiquement vers une reconnaissance globale de l'être humain comme quelque chose d'un peu particulier et d'unique. Et évidemment, en parallèle à cette reconnaissance de l'être humain, il y a la méfiance vis-à-vis de l'Église. Il y a ce fameux gallicanisme qui fonde toute la politique royale de la France, de Philippe le Bel jusqu'à Louis XIV, qui consiste sans cesse à repousser
le pouvoir du Vatican, le pouvoir de la papauté sur le territoire français. On a par exemple ce qu'on appelle la pragmatique sanction sous Charles VII, qui est un texte fondamental parce qu'il donne au roi la main sur la nomination des évêques, etc. Puis on a la déclaration des 4 articles sous Louis XIV qui va continuer. Alors, ne soyons pas idéalistes, il y a aussi la question des bénéfices religieux que le roi préfère voir tomber dans son escarcelle plutôt que dans celle du Vatican. Mais il n'en reste pas moins qu'on a 2 voies parallèles tout au long de l'histoire de France qui sont celles d'une part de la reconnaissance de l'être humain comme quelque chose d'unique et d'unitaire et d'autre part la volonté de s'éloigner sans cesse du pouvoir temporel de l'Église de Rome. Et ça fonde effectivement le terreau, ça constitue le terreau sur lequel va pouvoir se développer la laïcité. Et donc, on a une voie vers la séparation du temporel et du spirituel, une voie vers l'émancipation de la féodalité, et donc la naissance de la notion de peuple. Peuple, que mon peuple, dit le roi en France, c'est son peuple, mais c'est le peuple. Et il faut aussi prendre en compte des éléments géographiques qu'on oublie aujourd'hui parce qu'on n'en a plus conscience. Au XVIIIe siècle, la France est le 3e pays le plus peuplé du monde. On ne s'en rend pas compte, mais il y a près de 25 millions d'habitants au XVIIIe siècle en France, alors qu'il y en a moins de 6 millions en Angleterre, 6 ou 7 millions dans l'ensemble des États italiens, 15 ou 16 millions dans l'ensemble des États allemands. Seule la Russie et la Chine, seul l'Inde et la Chine sont plus peuplés que la France. Et ça joue un rôle fondamental, parce qu'à la différence de la plupart des pays du monde au XVIIIe siècle, en France, il y a une continuité territoriale. Il n'y a pas de désert. C'est-à-dire que ce ne sont pas des communautés séparées par des centaines de kilomètres de vide. Ce sont des gens qui vivent, quand on met 2 mois pour aller de Paris à Marseille, eh ben, on croise du monde en permanence. C'est-à-dire qu'il y a cette continuité du territoire qui donne le sentiment d'une continuité du peuple. Ce ne sont pas des communautés séparées. Et on en voit évidemment une conclusion et un effet dans, j'ai pris l'exemple de l'Allemagne tout à l'heure, dans ce qui s'est passé à la fin des guerres de religion en France par rapport à ce qui se passe à la fin de la guerre de 30 ans sur les territoires germaniques. À la fin des guerres de religion en France, Henri IV décide de mettre fin aux religions en changeant de religion, en retournant à la religion catholique. Tout le monde connaît le fameux Paris vaut bien une messe. Mais ça signifie donc que la question de la religion est secondaire. Ce qui est fondamental, c'est la question de l'unité du peuple. En Allemagne, cuius regio et ius religio, on fait l'inverse. On décide que chaque principauté, le peuple de chaque principauté devra suivre la religion de son prince. C'est-à-dire qu'on a une vision qui est effectivement restée féodale de la société, alors que dès la fin des guerres de religion en France, on a une vision qui n'est plus féodale. D'où d'ailleurs la grande bagarre entre féodalité et royauté en France. Et donc évidemment, alors je vais à toute vitesse et vous pourrez revenir autant que vous le voudrez sur toute cette période, eh bien dans la Révolution de 89 se joue un certain nombre de principes qui immédiatement mettent en œuvre ces années, ces siècles de maturation, qui sont la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, dans laquelle on peut trouver déjà presque entièrement la loi de séparation de 1905. Si vous regardez les articles 3, 10 et 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, vous avez la loi de 1905 dedans. Et puis, la naturalisation des Juifs en 1791, qui suit celle des protestants, enfin, du retour aux protestants à la communauté nationale en 1787. Et puis l'abolition de l'esclavage en 1794. Et puis la République en 1792, c'est-à-dire finalement cet élément absolument fondamental pour comprendre ce qu'est la laïcité et la République, le partage de la souveraineté entre les citoyens. C'est-à-dire que les citoyens ne se reconnaissent plus, même symboliquement, et à l'époque ce n'était pas symbolique, dans un souverain, ils sont le souverain. Ce qui va vouloir dire aussi beaucoup de choses sur la question de l'école, et on y reviendra. Alors,
après cette, même pas très rapide, cette vision cavalière de ce qui a pu être l'histoire antérieure à 1789, bah, en parallèle et dans le même creuset se constitue une philosophie. Donc une philosophie effectivement du sujet, et puis une philosophie qui se construit à partir de la Renaissance jusqu'à la Révolution française. Et en 3 siècles, à partir de la fin du XVe, début du XVIe jusqu'à 1789, on voit les individus, les sujets, non pas au sens politique mais au sens philosophique du terme, évoluer d'une manière absolument extraordinaire, qui est très symbolisée par un certain nombre d'auteurs, et j'ai choisi des auteurs qui écrivent en français, qui ne sont pas tous français, mais qui écrivent en français, puisqu'on parle de la laïcité à la française. Alors d'abord, le XVIe siècle, c'est le moment où émerge un sujet autonome, c'est-à-dire où l'être humain prend conscience du fait qu'il n'est pas obligatoirement inclus dans une tribu, on va dire, dans une communauté horizontale, et il n'est pas obligatoirement inclus dans une féodalité verticale. Et on le voit très bien avec Rabelais, et on le voit très bien avec Montaigne. C'est-à-dire que Montaigne écrit des textes dans les essais dans lesquels, c'est extraordinaire, il se touche, il dit je suis fini, c'est-à-dire que dedans c'est moi, puis dehors c'est plus moi. C'est-à-dire que je suis un être autonome. Et cet être autonome, immanquablement, du fait des découvertes scientifiques cruciales du XVIe et du XVIIe siècle, dans les sciences biologiques, avec l'évolution avec Lamarck avant Darwin, dans les sciences physiques, dans le domaine de l'évolution, ce que le philosophe Alexandre Coiré a merveilleusement caractérisé avec le titre de son fameux ouvrage « Du monde clos à l'univers infini », effectivement, l'être humain passe du monde clos, géocentré, de cette créature de Dieu, à l'univers infini, et il passe du dogme à la rationalité. Et effectivement, le XVIIe siècle, c'est le siècle des libertins, mais c'est aussi le siècle de la raison, comme on le trouve encore dans certains livres d'histoire. C'est le siècle de Descartes, c'est le siècle de Pascal, c'est le siècle de Leibniz, c'est-à-dire de tous ceux qui essaient de fonder la société et même l'existence de Dieu sur une rationalité. Ils tâtonnent, ils y arrivent, ils n'y arrivent pas, ils arrivent à des résultats complètement différents de ceux auxquels ils s'attendaient, en particulier Descartes, mais c'est ce qu'ils essaient de faire. Et cet individu progressivement devenu autonome et rationnel, au XVIIIe siècle, il va commencer à s'émanciper du dogme, à penser le monde en dehors même de l'éventuelle existence d'un Dieu. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont plus croyants. Certains ne le sont plus, comme d'Holbach, comme Ably, comme Condillac. Mais d'autres continuent à l'être. Simplement, ils peuvent penser le monde en dehors de Dieu. Et on a là toute la suite brillante des philosophes français, de Pierre Bayle à Voltaire, à Diderot, à Rousseau, Mably, Condillac, etc. Et celui qu'il ne faut jamais oublier, parce qu'il est crucial dans la compréhension de ce qu'est la République et la laïcité en France, c'est-à-dire Condorcet. Et quand on met ces philosophes-là en face de ceux qui constituent les Lumières anglaises en particulier, dans l'ordre chronologique, Hobbes, Locke et Hume, du XVIe siècle à la fin du XVIIIe. Eh bien, on se rend compte que, c'est en particulier vrai chez Locke, mais il est l'enfant de Hobbes et en même temps Hume ne remet pas ça en cause, qu'il y a une différence fondamentale entre la vision du monde de Locke et la vision du monde d'un Condorcet qui est le résultat de tous ces hommes-là. Et cette différence, c'est quoi? C'est que tous ces hommes sont d'accord pour dire qu'il faut construire une société où les êtres humains prennent en main leur destin. On pourrait, sans faire sans dire trop de bêtises, qu'ils pensent une société démocratique. Ils commencent à penser une société démocratique. Mais ils sont d'accord les uns et les autres aussi pour dire que ce qui est fondamental dans une société, c'est ce qui la cimente, c'est-à-dire une morale. Il faut qu'il y ait une morale commune. Et là, on a deux grandes voies. La voie anglo-saxonne, écossaise et anglaise, qui dit que la morale est nécessairement extérieure, parce que c'est celle qui va permettre justement
aux êtres humains d'avoir une référence. Et cette morale extérieure, c'est une morale divine. C'est Dieu qui impose une morale transcendante qui est dans les livres sacrés. Et donc, il ne peut y avoir de société démocratique et même de société collective sans une morale divine. Et pour ceux qui connaissent un peu les textes francs-maçons, on a les fameuses constitutions d'Anderson de 1723, dans lesquelles il parle d'athées stupides, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être un homme de bien. Alors en réalité, on ne lit jamais le reste de la phrase, mais dans le reste de la phrase, il dit exactement l'inverse. Mais enfin, ce n'est pas très grave. En tout cas, on retient ça. Alors que Condorcet écrit dans ses 5 mémoires sur l'instruction que le cœur du projet démocratique, c'est la construction à partir de zéro d'une morale commune par les êtres humains. C'est-à-dire qu'elle est plus transcendante, elle vient plus de l'extérieur, on ne part plus, comme dit Catherine Kinsler, la philosophe de la laïcité, de la position 1, on part de la position 0. C'est-à-dire que le projet collectif, ce qui va s'appeler une république, parce que c'est ça la République, c'est le projet politique, collectif, démocratique, et pas simplement la reconnaissance des droits de l'individu. Ce projet collectif démocratique, c'est la construction d'une morale commune. C'est la loi. C'est la loi et la morale. Et là, on comprend parfaitement à partir de là comment on ne peut plus se comprendre philosophiquement. Comment le monde anglo-saxon évolue vers une forme de libération du religieux dans la politique, mais sans se libérer du religieux dans la société. Et comment, en revanche, la France considère, les philosophes français, les législateurs français, considèrent que le religieux n'est pas de l'ordre du politique. Il est d'un autre ordre, mais il n'est pas de l'ordre du politique. Et donc on a un sujet autonome, un sujet rationnel, un sujet adogmatique, qui s'est construit en 3 siècles, qu'on appelle l'ère moderne. C'est le sujet moderne, c'est le sujet dit politique. Et le sujet politique, c'est-à-dire le sujet républicain, c'est ça. Et donc, ce sujet républicain, il est fondé sur cette notion fondamentale des philosophes du XVIIIe, c'est la perfectibilité de l'être humain. L'idéal, c'est que l'être humain est perfectible. Et l'être humain perfectible, eh bien, à travers les évolutions conservatrices de la Révolution à partir de la Convention thermidorienne en 1794 et a fortiori sous l'Empire et dans le premier XIXe siècle, il va voir se transformer sa caractéristique de perfectibilité en progrès humain, de progrès humain en progrès économique et social, et puis de progrès économique et social en progrès, et puis aujourd'hui de progrès en réforme. C'est-à-dire qu'on a entièrement perdu le sens de ce qu'est le progrès et la progressivité et la perfectibilité, qui n'est pas destiné à améliorer ni les profits ni les machines, mais qui est destiné à participer au bonheur des êtres humains. Ce que disait Saint-Just. Une idée neuve en Europe, le bonheur. Et donc se crée en France, en particulier autour des Lumières, ce qu'on pourrait appeler une ontologie, une philosophie de l'être humain, une philosophie politique de l'être humain et une philosophie morale de l'être humain, une ontologie qui est celle de la modernité et qui est celle que nous défendons encore aujourd'hui face, et on pourrait y revenir autant que vous le voudrez, à tous les effets des ontologies alternatives qu'ont proposées au XIXe siècle le romantisme, le marxisme, la psychanalyse, ou même à la fin de l'ontologie, qu'on pourrait résumer par ces expressions qui viennent de la philosophie française, de la fameuse French Theory, c'est-à-dire la mort du sujet. Donc la postmodernité, ce qui se joue dans la postmodernité, c'est bien la mort du sujet. Et donc on peut dire qu'au début du XVIIIe siècle, on a un corpus philosophique qui s'est traduit de la manière la plus radicale par la Révolution française dans les faits, en s'appuyant sur une évolution historique qui est partie,
et on pourra revenir sur les raisons, parce que je ne les ai pas expliquées, je n'en ai pas parlé, on n'a pas le temps, sur qui est fondée sur cette spécificité qui consiste à avoir, dès le haut Moyen-Âge, commencé à considérer que la relation entre le chef, entre guillemets, et ses sujets est une relation directe, mais que ce n'est pas une relation dictatoriale. C'est une relation d'égalité des sujets entre eux, d'où l'immense lutte antiféodale qui se tiendra pendant des décennies, des siècles. Alors, le 19e siècle et le 20e siècle ont vu en France l'institutionnalisation de ces voies, de ces fils tirés qui ont fini par être tissés ensemble. Et d'abord, le premier 19e siècle, c'est un moment très intéressant parce que c'est un moment de grand conservatisme en France, mais c'est aussi un moment, crucial pour vous, dans lequel l'Église, qui semble triompher et avoir retrouvé son pouvoir ultramontain, en particulier en France sur cette fille aînée de l'Église, se radicalise dans son conservatisme. Et par sa radicalisation dans son conservatisme, à un moment où les Français ont le souvenir de la Révolution, et même le souvenir de l'Empire, fait qu'on assiste à une incroyable déchristianisation. C'est à ce moment-là que la France se déchristianise, qu'il y a un retrait des Français de l'obéissance périndea cadaver, de l'obéissance absolue au... Vous savez, c'est la devise des jésuites, obéir comme un cadavre. Ce qui m'a d'ailleurs toujours posé la question, parce que je ne suis pas persuadé qu'un cadavre obéisse si bien que ça. Enfin, et donc, il y a une déchristianisation, une sécularisation face au conservatisme de l'Église. Et en 1848, quand la Seconde République prend le pouvoir en France, effectivement, elle prend le pouvoir sur des bases qui sont celles du triptyque républicain, qui pour la première fois apparaît de manière claire et précise, liberté, égalité, fraternité, sur les bases de la séparation. Je n'ai pas dit, on pourra en reparler, qu'il y a eu une première séparation en France, donc qu'on oublie toujours, en 1795, qui a été très radicale. Vous savez que sur certaines églises françaises, vous voyez République française et liberté, égalité, parfois fraternité. En fait, ça ne date pas du tout de la Troisième République, ça date de 1795. Parce que là, pour le coup, les églises appartenaient à la République. Et donc, on assiste effectivement à une première séparation. Alors, l'un des exemples évidents, c'est que dans le gouvernement de 1848, le gouvernement républicain de 1848, eh bien, sur l'ensemble du gouvernement, il y a seulement 2 non-francs-maçons, qui sont Lamartine et Garnier-Pagès. Tous les autres sont des francs-maçons. Ce sont des francs-maçons qui ont été élevés tout au long du premier 19e siècle dans l'espoir du retour de la République. Et évidemment, ça va permettre à partir du début de la Troisième République cette construction volontaire et raisonnée, c'est le moins qu'on puisse faire, de la République laïque. Et la République laïque, elle se construit en 3 étapes. La première, qui est fondamentale parce qu'on ne comprend pas ce qu'est la laïcité sans cela, c'est la laïcité scolaire. Entre 1879 et 1886, sont pratiquement chaque année, voire parfois plusieurs lois dans la même année, sont mises en œuvre des lois qui vont entièrement séculariser et laïciser l'école primaire de la République. Ce qu'on appelle les lois Ferry-Goblet. De Jules Ferry, on oublie toujours Goblet, qui a pourtant pris la plus importante, qui est celle justement qui introduit le mot de laïcité dans l'école. Jusqu'en 1946, je vais y revenir, les seuls textes dans lesquels on parle de laïcité en France, ce sont les lois scolaires Ferry-Goblet de 1879-1886. Donc la laïcité scolaire, elle est fondamentale, elle est nodale dans la construction de la laïcité. En 1905, évidemment, il y a la loi de séparation. Et vous le savez tous, dans la loi de séparation de 1905, le mot laïcité n'apparaît pas. Il n'y est pas. Pas plus d'ailleurs que le mot religion. Hein? La loi de séparation, ce sont les 2 fameux articles. L'article 1er, la République assure la liberté de conscience, point, elle garantit le libre exercice du culte.
Alors cet article est très intéressant, parce que nos ancêtres savaient écrire. Assurer et garantir, ce n'est pas la même chose. Assurer, ça veut dire que c'est le devoir de la République de travailler à la séparation. Garantir, ça veut dire qu'elle offre sa protection au libre exercice du culte. Et elle ne garantit pas la liberté religieuse, ni même la liberté du culte, elle garantit le libre exercice du culte. Pourquoi ? Parce que la République se veut positive et positiviste, et donc elle ne reconnaît que les phénomènes reconnaissables. Or, le culte, c'est bien un phénomène reconnaissable. Il y a des gens qui se réunissent. La religion, on ne sait pas ce que c'est, et on ne veut pas le savoir. C'est dans la liberté de conscience de chacun. En revanche, le culte, ça existe. Et donc, elle garantit le libre exercice du culte dans les limites de l'ordre public. Et après, vous avez 45 articles qui limitent le libre exercice du culte pour l'ordre public. Alors, les adversaires de la laïcité, ou les laïcs un peu sinueux, comme M. Bobéro ou comme M. Bianco, écoutez-les bien quand ils citent l'article 1er de la loi de 1905. Ils ont tous tendance à dire « La République assure la liberté de conscience et garantit le libre exercice du culte ». Ben non, il n'y a pas de « et », il y a un point. Et elle ne garantit le libre exercice du culte que parce que elle a assuré la liberté de conscience. Dans sa grande mansuétude, une fois assurée la liberté de conscience, et parce que justement c'est la liberté de conscience, elle veut bien permettre aux croyants de pratiquer leur culte. Et puis la deuxième phrase, ne reconnaît, ne salarie, enfin le deuxième article, ne subventionne aucun culte. On verra qu'on en est hélas bien loin aujourd'hui. Ces lois scolaires ont continué, avec les fameuses lois scolaires de Jean Zay, enfin pardon, ce pas des lois, ce sont des circulaires de Jean Zay en 1936 et 1937, dans lesquelles il redit fermement que les signes politiques et les signes religieux, circulaire du 15 mai 1937, sont interdits. Donc la loi de 2004 n'est pas sortie de l'esprit brumeux et islamophobe de quelques racistes, elle est dans la pure continuation de la tradition française de la laïcité renforcée de l'école. Et évidemment, donc on a les lois scolaires, on a pardon, la séparation, et puis on a les effets positifs de cette assurance de la liberté de conscience, c'est la sécularisation. C'est-à-dire que la société se sécularise. Et ceux qui veulent aujourd'hui, dans une vision paplarde et étroite de la laïcité, limiter la laïcité à la neutralité de l'État, etc., refusent de prendre en compte que la laïcité n'est pas un creux, mais la laïcité est bien un projet politique et un projet culturel, qui est le projet de l'émancipation des êtres humains. Et en 1946, se produit quelque chose d'absolument inouï, c'est dans la Constitution, pour la première fois, l'apparition du mot laïcité à l'article 1er de la Constitution de la République française. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Unité laïque, donc, que je préside, en a fait son motto, parce qu'on ne peut pas faire mieux et dire mieux, donc voilà, pour une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Et cette phrase sera reprise à l'article 1er dans la Constitution de 1958 qui nous régit toujours en France. Et ils seront ajoutés en 1946 et en 1958 au préambule la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. On peut dire que le travail du Conseil national de la résistance à partir de 1943 à Alger est arrivé à son terme par la construction effectivement d'un idéal qui est celui de la République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Et là, cet idéal ne va pas faire que des heureux. La laïcité scolaire, la séparation, la sécularisation, l'inscription à la Constitution de la laïcité, c'est une déclaration de guerre contre l'Église catholique. Jusqu'en 1946, l'Église catholique a toujours espéré revenir à une forme de religion d'État, au minimum à une forme de religion reconnue,
en étant la religion principale et évidemment la première reconnue. Sauf que là, le coup près, si j'ose dire, est tombé. La France est une république laïque. Et à partir de 1948, l'Église catholique va, si vous lisez les ouvrages de l'excellent Eddy Caldy, qui est l'actuel président de la Fédération nationale des délégués départementaux de l'éducation nationale, qui est le grand spécialiste de la guerre scolaire en France et de l'école privée, il montre très précisément comment, à partir de 1946, l'Église catholique se met en ordre de bataille pour faire tomber ça. Et on entend aujourd'hui souvent parler de laïcité ouverte, laïcité inclusive. Alors, ça ne sert qu'à une chose, hein, en fait, ça n'a aucun sens, mais ça sert simplement à dire que les autres sont fermés et exclusifs. C'est le seul objectif idéologique et tactique de ces termes. Et donc, on a le sentiment que tout ça est né dans les années 80. Ben, pas du tout. La première fois qu'on va apparaître le mot laïcité, l'expression laïcité ouverte, c'est dans Études, la revue des Jésuites, en 1948, sous la plume d'un historien chrétien chargé par l'Église de mener la contre-offensive qui s'appelle René Raymond, jeune historien français, catholique, qui le premier va écrire l'expression laïcité ouverte. Et à partir de 1948, l'Église ne va jamais s'arrêter. En 1950, elle fait voter par le Parlement centriste catho deux lois, dites loi Barranger et loi Marie, qui donnent aux boursiers de l'école privée les mêmes droits et les mêmes moyens payés par l'État qu'aux boursiers de l'école publique. Et puis en 1959 arrive la catastrophique loi Debré, qui va en 60 ans quasiment ruiner l'école publique, la République et la laïcité, en ayant introduit un germe absolument catastrophique, qui est celui de l'école privée sous contrat payée sur les deniers publics. L'école a dans la Constitution française, l'école publique, une position très particulière. Pardon, l'école est un devoir absolu de l'État. Eh bien, l'État a construit avec les deniers des citoyens une concurrence déloyale contre lui-même à partir de 1959. Et à l'époque, cette concurrence est ressentie comme tellement déloyale et cette affaire est tellement inimaginable que la Ligue de l'enseignement, qui a bien changé depuis, fait tourner une pétition. Et une pétition en 1959, ce n'est pas un clic. C'est monter les escaliers, faire les marchés, c'est du boulot, une pétition. Eh bien, la pétition opposée, à l'époque la France a 45 millions de Français, la pétition recueille 11,5 millions de signatures. Un quart des Français, ce qui signifie en réalité que c'est une majorité écrasante, signe cette pétition contre la loi Debré. Yvonne de Gaulle et Debré, j'ai oublié son prénom, il y en a tellement, Michel, merci, mais son fils n'est pas comme lui. Et Michel Debré, eh bien, maintiennent et font passer la loi qui va être le début d'une catastrophe. Alors après, on a une loi en 1976, on a la loi Carle, on a les accords Langue-Cloupé, on a toutes ces choses qui donnent de plus en plus d'argent à l'école privée, tout en reconnaissant sans cesse, parce que c'est la demande essentielle de l'école privée confessionnelle, le caractère particulier de l'école privée catholique, ou protestante ou autre, mais enfin, elle est massivement catholique. Ce caractère particulier qui permet de ne pas avoir les contraintes de l'école publique. On choisit ses élèves, il n'y a pas de sectorisation, on ouvre les classes qu'on veut, etc., etc. La dernière en date, c'est l'obligation de scolarisation à 3 ans, qui est une des plus belles entourloupes scolaires en France. Depuis les années 60-70, les syndicats avaient dans leur liste de demandes scolaires l'obligation de scolarisation à 3 ans. Parce qu'effectivement, en 71-72, il devait y avoir 52% des enfants scolarisés à 3 ans. Lorsque M. Macron est arrivé au pouvoir, l'une des premières décisions qu'il a prises, c'est
rendre obligatoire la scolarisation à 3 ans. Sauf qu'on peut se poser la question de savoir à quoi ça sert de rendre obligatoire quelque chose qui existe déjà, puisque au moment où il a pris cette décision, 97,5% des enfants de 3 ans étaient scolarisés. Donc il n'y en aura jamais plus entre les malades, ceux qui déménagent selon les parents pour une raison ou pour une autre, refusent de les mettre à l'école, etc. 97,5%, c'est tout le monde. Oui, mais tant que ce n'est pas obligatoire, l'école privée n'est pas finançable. Et donc, grâce à cette entourloupe, désormais, les communes doivent verser 20% de leur budget de scolarisation des 3-6 ans à l'école privée. Et donc, l'école privée qui n'avait pratiquement pas de maternelle ouvre maintenant des maternelles par centaines, financées par nos deniers, comme l'Église catholique en a toujours eu l'habitude, ils viennent de le faire avec le Sacré-Cœur. Dès qu'il faut dépenser des sous, ils se débrouillent pour que ce soit l'État qui les dépense à leur place. Mais dans le cas scolaire, c'est particulier, parce que l'école, on l'a vu, c'est le cœur du dispositif laïque et républicain. Or, une école qui aujourd'hui, pour 19% des élèves qui sont d'origine, entre guillemets, bourgeoise, selon les caractéristiques de l'INSEE, reçoit 39% des enfants de la bourgeoisie, ce qui est le cas de l'école privée, est une école qui prive l'école publique de ses forces vives, de son excellence, de la mixité sociale, et qui est en train de construire des générations de jeunes Français qui ne sont plus républicains. De la même façon que Ferdinand Buisson disait « le premier devoir d'une république, c'est de construire des républicains », eh bien, de la même façon, le premier devoir de l'Église, maintenant depuis 60 ans, c'est de déconstruire les républicains. D'autant plus que l'école est la dernière vitrine de l'Église, parce qu'il n'y a plus personne dans les églises, et que s'ils perdent cette vitrine-là, ils ont tout perdu. Alors, cette ligne terrible du démantèlement de l'école publique vient évidemment s'associer à un ensemble de remises en cause de tous ordres. Alors, on a évidemment l'Union européenne avec sa vision religieuse de la société, la charte, comment ça s'appelle, l'article 9 de la charte des droits fondamentaux, merci, est un article qui soudain fait apparaître à côté de la liberté de conscience une liberté de pensée et une liberté de religion. En réalité, l'essentiel c'était de mettre la liberté de religion. Mais comme on ne voulait pas laisser face à face la liberté de conscience et la liberté de religion, parce que là, la confrontation aurait été trop visible, on a collé au milieu la liberté de penser. Tout ça ne sert à rien. Tout ça rentre bien sous l'égide de la liberté de conscience, comme c'est le cas dans la loi française, sauf au niveau européen. Mais en mettant en place la notion d'une liberté de religion, on induit une religiosité de la société. De la même façon, depuis quelques années, on entend sans cesse cette petite musique. La laïcité, c'est le droit de croire et de ne pas croire. On entend ça tout le temps. Tous les politiques français vous balancent ça tous les jours. Non. Parce que quand on dit droit de croire et de ne pas croire, on parle essentiellement du droit de croire. Et le droit de croire, c'est le droit à la liberté religieuse. Et la liberté religieuse, c'est la manifestation religieuse dans tous les domaines de la société. Donc, il y a un travail idéologique de fond qui est mené de fait par l'Union européenne et repris par tous ceux qui sont d'accord avec cela en France comme ailleurs, sur cet affaiblissement de la notion de séparation. Il y a la disparition en France ou l'affaiblissement d'un élément crucial pour la construction de la République qui étaient les protestants. Le protestantisme français, avec le judaïsme français, ce qu'on appelait l'israélitisme français au XIXe siècle, a été le grand porteur de la laïcité. Les grands laïcs français du XIXe siècle étaient des protestants, au point d'ailleurs que lorsque le Grand Orient de France, dont on sait l'entrelac avec la vie politique de la Troisième République et la question laïque en France, a abandonné la notion de grand architecte de l'univers, le Grand Orient de France l'a fait en 1877 sous l'égide d'un pasteur protestant, le pasteur Desmond. Et donc on voit
comment le protestantisme a toujours, comme toute religion minoritaire, il trouvait dans la séparation une forme de protection réelle de leur liberté. Or, depuis les années 45, le protestantisme français, sous l'effet de divers éléments sur lesquels on pourra revenir si vous le voulez tout à l'heure, a complètement changé. Complètement. Il s'est retrouvé aujourd'hui dans la vision communautariste qui est celle des évangélistes, etc., etc. Il y a aussi évidemment l'effet catastrophique de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Parce que vous entendez bien que dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, il manque un mot, c'est citoyen. Donc il manque la notion de devoir, il manque la notion de politique. C'est-à-dire qu'on transforme la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est une déclaration politique de construction collective d'une démocratie sociale et laïque, en une exigence de droits individuels, de droits créances. J'ai le droit de, j'ai droit à. Alors pourquoi cet abandon du terme citoyen? Parce que simplement, à l'époque, eh bien, sur les 49 pays ou 50 pays qui constituaient l'ONU, il y avait quand même un certain nombre de théocraties et de dictatures que le mot citoyen grattait sérieusement. Donc c'était plus facile de ramener ça au niveau individuel qu'au niveau politique collectif. Il y a évidemment l'irruption, une vision néolibérale du monde sur laquelle aussi on pourra revenir, et puis je voudrais terminer là-dessus, il y a évidemment l'irruption inattendue et absolument qui a ébranlé le monde, l'Occident et la France en particulier, parce que c'est l'une des cibles principales, de l'islamisme. C'est-à-dire cette reprise en main des populations musulmanes par les pays d'origine ou par des idéologies fréristes ou salafistes, mais la plus dangereuse étant véritablement l'idéologie frériste, qui consiste à acter la séparation. Tout faire pour que les musulmans ne s'intègrent pas à la communauté nationale. Dans les années 70 en France, ça commence déjà là, quand les musulmans français, statistiquement, ont commencé à donner à leurs enfants des prénoms du calendrier, il y a eu des primes de l'ambassade d'Algérie et des menaces sur la nationalité des enfants s'ils ne prenaient pas des prénoms musulmans. Donc ça commence déjà là. Le voilement est évidemment la pression fondamentale, parce que c'est celle qui marque la séparation, c'est celle qui est la plus visible, et c'est celle qui marque en même temps l'inégalité entre les hommes et les femmes, qui est totalement contraire à tous les principes laïques, républicains et démocratiques. Et donc, on voit aujourd'hui que notre laïcité française est soumise à l'ensemble de ces forces, dont certaines la dépassent totalement, ne serait-ce que l'emprise culturelle nord-américaine sur le monde, qui met en œuvre un mode de pensée de la société qui est aux antipodes d'une pensée universaliste, une pensée universelle. En plus, c'est une pensée messianique, la pensée américaine, c'est-à-dire qu'elle se croit dépositaire d'une mission. Une mission qui est le plus grand bien, et ce plus grand bien, c'est la société américaine. Donc, si on ajoute tout ça, on se rend compte qu'aujourd'hui, eh bien, on n'est plus très nombreux à se battre dans le monde entier, mais, il y a un mais, c'est qu'on a commencé à faire quelque chose. La loi de 2004 sur le port des signes religieux, la loi de 2021 sur le respect des principes républicains qui est plein d'imperfections, voire de choses catastrophiques, mais qui a le mérite d'exister. Et puis, toutes les enquêtes qui démontrent sans discontinuer depuis 20 ans que les Français sont profondément laïques. La question fondamentale, c'est celle de la jeunesse, qui est liée évidemment à celle de l'école. Et si aujourd'hui je tapais du pied dans une lanterne magique que je frottais et qu'on me disait « fais un vœu », le vœu que je ferais, c'est reprendre en main la formation des maîtres, parce que tout part de là. C'est à partir de la formation de maîtres laïcs, de hussards noirs de la République du XXIe siècle, il ne s'agit pas de refaire celle du XIXe, qu'on arrivera à reconstruire une voie vers l'émancipation, vers l'universalisme et
vers ce terme profondément républicain et que je préfère de très très loin à celui de vivre ensemble, la fraternité universelle. Je vous remercie.